The Boys était confronté à un certain défi avec sa 4e saison, qui devait faire suite à une saison 3 particulièrement réussie, tout en préparant le terrain pour sa 5e et dernière. Résultat des courses, des épisodes très inégaux, le risque d'auto-parodier une parodie, mais un final plein craqué qui redresse la barre et donne le là pour une ultime saison qui devrait être sans pitié. Et si vous souhaitez directement découvrir The Boys en bande dessinée, le matériau d'origine, sachez que les tomes 4, 5 et 6 sont disponibles sur Nextory, une application qui donne accès à des livres audio, comme Le Trône de Fer, la plupart des œuvres de Tolkien ou encore Dune, donc profitez-en. Et oui, profitez de 45 jours gratuits en passant par le lien disponible en description et commentaire épinglé, et sachez que chacun d'entre vous qui profitera de ce test, totalement gratos, encore une fois, soutiendra activement la chaîne avec un système de commission pour moi, alors c'est le moment. Il va de soi qu'écrire une saison de télévision de qualité c'est difficile, mais les attentes sont légitimement élevées avec une série qui a parfois su délivrer des épisodes exceptionnels. Cette saison 4 semble avoir donné la priorité au cheminement de ses personnages plutôt qu'à celui de son intrigue centrale, qui s'en retrouve un peu décousu et sauvé de justesse par un rush final sur les 2 derniers épisodes. C'est donc par le biais des personnages et de leurs arcs narratifs que je vais développer cette vidéo, mais en commençant par les nouveaux venus. Et parmi les nouveautés bienvenues, je pense que la saison a largement profité de l'introduction de Firecracker et Sister Sage. Firecracker est un personnage qui incarne cette dévotion mystique à un être perçu comme un élu divin, une dévotion qui la pousse à embarquer dans un monde de post-vérité dans lequel la réalité des faits n'a plus aucune importance, seul compte la glorification du chef. Outre la dangerosité extrême de ce discours qui vient empêcher tout débat en brouillant la frontière entre le monde réel et une totale fantasmagorie, le personnage en devient hautement pathétique, prêt à sacrifier sa santé pour servir une incarnation de son besoin de transcendance accessible sur Terre, via bien sûr Homelander, le protecteur, si vous préférez. Une personne bien réelle, comme Marjorie Taylor Greene, qui décrivait récemment sa vision du drapeau américain ayant pris la forme d'un ange protecteur, juste avant que Donald Trump ne réchappe de peu à un tir, a nécessairement inspiré, directement ou indirectement, ce type de personnage Firecracker. Cette femme politique américaine débite des énormités sans nom durant la plupart de ses interventions et interviews, sans que cela ne détourne à l'électorat le plus fidèle, au contraire, comme si la raison elle-même n'avait absolument plus sa place dans le processus de choix démocratique. Concernant Sister Sage, il est certes dommage qu'elle arrive en fin de saison, en mode tout était prévu, c'était une manière un peu facile et décevante pour les scénaristes d'admettre qu'il est trop compliqué d'inventer et de planifier en détail la stratégie définie par une personne au génie incomparable. Ceci étant dit, sa profonde désillusion envers l'humanité et l'avantage déterminant qu'elle apporte au camp de Vought sont très précieux et il ne fait aucun doute qu'elle doit être traitée comme un des, sinon le principal levier de la victoire ou défaite dans la dernière saison. Parvenir à la retourner contre Homelander par exemple changerait absolument la donne, et dans le cas contraire, elle devra nécessairement être éliminée, une piste que les Boys ont abandonnée bien trop vite d'ailleurs dans cette saison, car elle est de toute évidence très vulnérable, tant qu'on n'attaque pas son cerveau. L'usage des personnages tout droit sortis de la série spin-off Gen V, Kate et Sam en l'occurrence, est un peu un aveu d'absence de décision quant à la délicate question du lien entre les deux séries. Gen V a proposé une première saison aboutie que je vous recommande, mais comme souvent l'idée c'est de ne pas forcer les spectateurs de The Boys à voir absolument Gen V pour comprendre The Boys. De ce fait, les faire revenir après un premier caméo Super Express sur la fin de cette saison ne peut que laisser perplexe quant aux intentions. Le sort du Frenchie et de Kimiko sera-t-il exploré dans Gen V saison 2 Mystère? Une chose est établie en parlant de la prochaine saison, c'est que la 5e et dernière de The Boys sortira en 2026. Et oui, je sais, encore une fois, il faudra supporter un écart de 2 ans entre les saisons d'une des séries les plus importantes d'une plateforme, tout comme pour House of the Dragon et The Nœud de Pouvoir, et la liste pourrait être très longue. Le Frenchie et Kimiko justement, alors ces deux-là, sont intéressants via leur relation, c'est établi de longue date, et les 2 derniers épisodes y reviennent in extremis pour sauver leur saison de justesse. En particulier la saison du Frenchie qui s'est totalement perdu dans son histoire d'amour avec ce fils d'une famille qu'il a assassiné. D'ailleurs, au passage, le Frenchie a raison, ses crimes sont atroces, il ne mérite absolument pas de profiter de son nouvel amour en liberté. Avec toute la saison dans le rétroviseur, on sent trop que Colin a été ajouté pour meubler, même si on respecte en effet la thématique du cheminement interne qui est commune à tous les membres du groupe au final. Les scènes de Kimiko sont un peu moins hors sujet, même si elles restent un peu anecdotiques, avec cette rencontre d'une ancienne membre ou prisonnière de la même secte qu'elle,
ce qui n'aboutit à pas grand-chose au final. On comprend bien entendu que Kimiko a terriblement besoin de se sentir digne d'exister, d'être aimée en retrouvant un peu de son amour-propre qui a été piétiné par les traumatismes de ces années de survie et de violence. Est-ce que ça donnait pour autant des scènes fortes qui permettent aux spectateurs d'être investis dans l'histoire? Je n'en suis pas vraiment convaincu. Heureusement, encore une fois, l'épisode final apporte une évolution attendue de longue date en débloquant la voix de Kimiko qui voit le Frenchie lui être arraché. Ces deux naufragés d'une culpabilité immense sont faits pour se comprendre, mais ce que j'aimerais retrouver en saison 5, c'est une Kimiko plus efficace et dont les combats ne se terminent pas systématiquement par un « oh bah elle serait morte sans son pouvoir de régénération ». Du côté de la crème, on a un étrange mouvement de balancier qui le fait passer de « je ne veux pas tout plaquer et partir avec ma famille » à « je vais tout plaquer pour rejoindre ma famille » pour ensuite revenir à « c'est impossible, je dois rester pour finir le boulot » et se termine sur une tentative inaboutie de le rejoindre pour de bon. Il faisait clairement partie des deux personnages avec A-Train que je voyais en danger de mort pour cette saison 4. On se retrouve avec un statu quo concernant sa fille et une utilité relativement douteuse dans le scénario d'ensemble. Concernant Yui, la destination du dernier épisode était claire, retrouver de l'humanité, de la décence, de l'empathie dans leur façon de faire face à une menace fasciste immense. Cette ingénuité, c'était bien évidemment celle apportée par le personnage en toute première saison, alors que l'affrontement en cours lui était totalement inconnu. Un retour aux sources donc alimenté par sa relation que j'ai trouvé intéressante avec Victoria Neumann, cet antagoniste sans pitié mais qui conservait une part d'humanité malgré tout. Il est d'autant plus dommage que pour le reste, Yui se retrouve confronté à des intrigues ou situations qui peinent à susciter l'intérêt ou sombrent dans le trash pour le trash. Toute la situation avec son père et sa mère pourrait être totalement supprimée de la saison sans que cela n'ait d'impact sur le reste. Je sais bien que c'est utilisé comme prétexte pour sa prise de position finale, à tel point que le personnage mentionne verbalement cette motivation pour être bien sûr de convaincre les spectateurs de la pertinence de ce cheminement. En réalité, pourtant, Yui a toujours été le porteur de la petite voix de la moralité et je persiste à dire que les scènes avec ses parents étaient ennuyeuses, sans intérêt, notamment pour le développement de l'intrigue. Parlons maintenant de l'épisode 6, le plus faible de la saison, sans doute celui qui est tombé dans la surenchère de trash pour rien et qui humilie Yui au plus haut point avec des violences sexuelles, tout ça parce que selon des interviews, les créateurs trouvaient ça marrant. La série est déjà allée très loin dans le trash, bien sûr, mais cela me semblait généralement en phase avec l'univers, cohérent avec le scénario. Ici, la cave de Tech Knight, c'était vulgaire, inutile, en plus de minimiser l'impact psychologique d'un tel traumatisme pour Yui, qui s'en remet totalement au bout d'un épisode. Ce qui est encore plus gratiné sans doute, c'est que le personnage retombe très rapidement dans une autre situation d'abus dont il ne prend conscience que tardivement, une situation qui va uniquement servir à lui être reprochée, plutôt que de prendre la mesure du viol physique et sentimental dont il a été victime. En résumé, Yui a servi de serpillière, sans aucun moment marquant d'accomplissement pour rééquilibrer un peu les choses en sa faveur. Passons à Annie alias Starlight qui devait combattre son passé et ses démons intérieurs, se réconcilier avec sa perception d'elle-même dans une dynamique finalement très similaire à celle de Frenchie et Kimiko. Au moins de son côté, on a une incarnation physique de ce dilemme en la personne de la polymorphe. Elle va littéralement lutter contre ses propres démons avec un étranglement arrière. Ce n'est absolument pas subtil, bien entendu, mais au moins on a pour elle une forme d'accomplissement. Au passage, on peut souligner 2 points. Le premier, c'est que Erin Moriarty a très bien interprété la polymorphe. Elle explique en interview qu'elle a visionné des heures de capture vidéo d'elle-même dans sa vie quotidienne pour identifier ses postures, ses manières physiques et les déconstruire lorsqu'elle jouait l'autre. Second point, il est dommage que l'intrigue de la polymorphe ait été introduite aussi tard dans la saison car elle était vraiment cool et apportait une tension bienvenue, à tel point qu'on est un peu déçu, je trouve, de l'avoir vaincue si facilement. Avant d'en venir à Butcher et Homelander, un détour par les autres membres de Vought, si A-Train était relativement intéressant du fait d'un retournement s'inscrivant dans la logique du personnage depuis les dernières saisons, il se fait clairement voler la vedette de mon point de vue par Ashley. La chute d'Ashley et ses tentatives désespérées pour continuer d'exister, aussi bien à la tête plus ou moins de Vought que littéralement de continuer à vivre, rendaient la plupart de ces scènes réussies, que ce soit pour provoquer le rire, comme quand elle va chier dans les toilettes de Homelander, ou exprimer une véritable urgence désemparée quand elle envisage de fuir notamment. Et il faut dire que l'actrice Colby Minifie, je ne sais pas comment on dit, est excellente et que l'injection finale de V ouvre encore des perspectives nouvelles pour la dernière saison. On reste sur notre fin, je trouve, pour A-Train, mais il est certain qu'on le verra dans une baston épique en dernière saison, c'est inévitable. Du côté de The Deep ou l'Homme Poisson en VF,
Ce que cette saison réussit à faire, si on en avait encore besoin, c'est de démontrer combien c'était un être abject et pitoyable. Je pense qu'il est dans les premières places des personnages les plus détestés, et on peut parier que sa mort sera à la hauteur en saison 5. Malheureusement, Black Noir est extrêmement secondaire, un prétexte pour quelques gags de seconde zone, et une identité dépourvue d'intérêt sous le masque, juste de la chair à canon pour le massacre à venir encore une fois. La révélation concernant le petit soldat n'en est pas une puisqu'on savait dès la fin de saison 3 qu'il avait survécu. On a juste la confirmation que le personnage sera utilisé pour la der des der, avec un retour du très apprécié Jensen Ackles, sachant qu'on pourrait même assister à une réunion des frangins de Supernatural, puisque Jared Padalecki est en discussion pour un rôle dans la série. J'en viens à Butcher, dont la trajectoire est évidemment associée étroitement à celle de Ryan. Le personnage de Butcher est toujours celui pour lequel la fin justifie les moyens, mais son basculement du côté des méchants, en quelque sorte, du moins, semble ici pour le moins définitif. Sauf que, il ne fait aucun doute pour moi qu'on aura encore un cas de conscience à l'avenir lié à Ryan, bien sûr, que Butcher meurt au final, cela semble couru d'avance, même si on peut toujours avoir des surprises, mais de quel côté de la barrière sera-t-il à ce moment ultime? Voilà pourquoi je crains une redite du thème récurrent de son impossible rédemption. Dans l'épisode final de cette saison 4, on peut regretter que Grace Mallory agisse de manière aussi précipitée et émotionnelle, poussant Ryan à franchir la ligne rouge. En effet, elle agit aux antipodes de ce à quoi la série nous avait habitués pour son personnage, ce qui l'a réduit à un ressort scénaristique un peu trop flagrant pour déclencher le moment de rupture de Ryan et donc celui de Butcher. Au passage, impossible de ne pas penser à Umbrella Academy quand on voit enfin le pouvoir de Butcher s'exprimer avec ses tentacules qui rappellent fortement celle de numéro 6. En toute fin d'épisode, Butcher et Annie sont les deux seuls à parvenir à s'enfuir, ce qui rend bien difficile toute idée de collaboration sachant les plans de Butcher à base de virus génocidaires. Le coup du personnage imaginaire sorti tout droit de l'inconscient avait été deviné rapidement par certains, un artifice qui commence à battre un peu de l'aile dans les fictions récentes, mais bon, admettons. J'en viens enfin à Homelander, un grand enfant boudeur, dénué de sens moral avec des pouvoirs quasi divins, mais une espérance de vie bien mortelle. Il reste l'attraction principale de la série, comme depuis le tout premier jour. L'épisode 4, celui de son petit tour dans le laboratoire de son enfance, est particulièrement intense. La décision de le rendre aussi perdu et pathétique dans ses nombreux moments de craquage est évidemment excellente et participe à rendre le personnage imprévisible et néanmoins plus ou moins contrôlable, du moins jusqu'à présent. Jouer sur les réticences du protecteur à tout simplement tuer en personne les membres de The Boys était un jeu d'équilibriste qui ne pouvait pas durer éternellement et cette corde trop tendue devrait rompre durant la dernière saison qui commencera avec une dictature militaire et super-héroïque sur les États-Unis, tout un programme. Comme déjà dit et redit, difficile de penser qu'Anthony Starr pourrait avoir un rôle aussi marquant et déterminant que celui-ci dans le reste de sa carrière. Il serait sans doute temps de saluer sa performance par un ou des prix d'interprétation. Une frustration sur cette saison 4, d'autant plus que la troisième avait été généreuse de ce point de vue, celle de ne pas avoir vu Homelander en action, si ce n'est pour un tir de laser par-ci, ou un pauvre gars arraché en deux par là. La carte Joker de The Boys reste évidemment Ryan, sur les jeunes épaules duquel reposeront de gros enjeux scénaristiques, a priori du moins, difficile de croire qu'il pourrait mal tourner, car les sources d'espoir potentiel restent maigres, et je ne pense pas que la série se terminera sur un tableau totalement désespéré malgré tout. Autre personnage dans la nature qui pourrait éventuellement avoir un rôle non négligeable à jouer dans la dernière saison, bien celui de l'ancien patron de Vought, j'ai envie de l'appeler Gus Fring, mais est-ce qu'il va chercher à se venger suite à la mort de Neumann? Je ne sais pas, ça va dépendre sans doute aussi pas mal des disponibilités de l'acteur. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette saison, sachant qu'elle a le gros avantage de finir fort, ce qui a tendance à nous pousser à pardonner les faiblesses, et tout comme une fin de 5e round de MMA peut faire basculer un affrontement très serré. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas que pour profiter de 45 jours de Next Story complètement gratuit, vous avez un lien en description et en commentaire épinglé. Pensez à vous abonner à la chaîne au pouce en l'air, ça aide aussi toujours la chaîne, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!